Mesdames et messieurs, bonjour. Cette émission va traiter de différents sujets, c'est toute une série d'émissions qui va traiter de différents sujets, de différentes civilisations, de différentes énigmes et questions que vous vous posez et auxquelles vous voulez avoir une réponse. À l'occasion du lancement de cette émission, nous allons travailler aujourd'hui sur une émission intitulée Agartha, Shambhala, quelle origine? Voilà un débat très intéressant et nous allons en fait comparer ce que nous délivrent les textes anciens, secrets et sacrés, avec les notes d'un explorateur inconnu de l'histoire et inscrit dans un carnet de route, dans des carnets de route, l'explorateur Andrew Wesley. Bon, alors Dominique, je suis très heureux d'être avec toi pour te questionner, t'interviewer sur le royaume de Shambhala. Oui. Nous allons en parler pendant 5 émissions, nous allons développer au fur et à mesure de l'avancée, on va dire. Tout à fait. Développer. Est-ce que tu peux déjà te présenter et nous rappeler un peu qui tu es avant déjà avant, pour les téléspectateurs, je vais te présenter. Ah, ben, merci. Donc, tu n'es pas seulement là aujourd'hui avec dans ton rôle d'intervieweur, tu es aussi Thierry Bancel, tu étais énergéticien, tu travailles donc sur les énergies, tu travailles beaucoup sur les énergies. Si je t'ai demandé d'intervenir dans cette émission, c'est parce que tes activités sont assez connexes des sujets et des thématiques de l'Agartha et de Shambhala qui sont effectivement très liés à l'énergie. Donc c'était une des raisons essentielles pour lesquelles je tenais absolument à ce que ce soit toi et personne d'autre qui puisse faire ces interviews. Et je t'en remercie. Parce que sur le point de vue technique, ésotérique, spirituel, tu me paraissais être la meilleure personne pour pouvoir en parler de manière posée. On n'est pas sur des émissions telles que vous pouvez les voir et qui fleurissent à foison sur Internet. Tout à fait, je te remercie. C'est un sujet effectivement qui est pour moi symboliquement chargé de spiritualité. Shambhala, c'est quelque chose qui est en lien avec des écrits ancestraux, avec la partie Asie et toute la philosophie asiatique. Tout à fait. Donc c'est avant tout, pour la plupart des gens, un royaume céleste, on y reviendra. Oui. On va creuser d'ici quelques temps, mais est-ce que tu peux déjà, toi, te présenter et représenter pour ceux qui ne te connaissent pas en tout cas? Exactement. Oui, tout à fait, c'est une bonne idée. Bon, on va faire quand même très court. Je suis Dominique Jean-Glaude, je suis écrivain, explorateur, conférencier. Je parcours la Terre depuis 1985 et au cours de mes périples, j'ai dans mes activités professionnelles d'explorateur et de prospecteur aussi en matière de matière énergétique, végétale, etc. J'ai rencontré des lieux et des vestiges inexpliqués qui m'ont interrogé très rapidement et dont j'ai fait en quelque sorte un deuxième métier en plus de mon métier habituel, ce qui m'a permis de référencer notamment plus de 50 000 vestiges inexpliqués sur ce monde. Dans le même temps, j'ai été reconnu plus d'une fois, puisque je suis d'abord devenu membre de la Société de géographie de Paris, puis ensuite de celle de Londres, du Royal Geographic Society. Je suis devenu membre du Cercle polaire pour Émile Victor aussi, et puisque tu sais que je suis très sensible à tout ce qui touche le réchauffement climatique. Et mes activités dans le domaine, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, parce qu'on n'a pas d'autre terme, l'archéologie inexpliquée, pour ne pas dire mystérieuse, eh bien ça fait quand même maintenant 80 pays explorés, 2,5 fois le tour du monde, et un bouquin, un best-seller qui est sorti, qui s'appelle toujours d'ailleurs, parce que c'est un standard maintenant, Civilisation antédiluvienne. Qui est décliné d'ailleurs en plusieurs tomes maintenant. Maintenant, oui, tout à fait, parce que ça a été complètement réenrichi et que j'ai décidé d'en faire une édition ultime, c'est-à-dire il n'y aura pas de prochaine. Donc je rassemble l'intégralité des informations, y compris celles dont beaucoup de personnes me disaient qu'il ne fallait pas que je les communique au public immédiatement. J'ai considéré que c'était non seulement important de le faire, on ne sait jamais, hein, je ne suis pas éternel non plus, et surtout je voulais abondamment l'illustrer, c'est-à-dire qu'il y ait plus que du texte, des images, des graphiques, des éléments qui permettent une meilleure compréhension de la complexité des origines de l'homme et de ses civilisations. Vérifiable donc par le plus grand nombre, du coup, c'est une base de données. Toutes les
toutes les sources sont citées. C'est-à-dire que, contrairement à certaines personnes, quand je fais référence à une découverte, je ne me l'attribue pas, je précise bien qui l'a découvert avant. Et après, si évidemment, moi j'ai fait des découvertes sur ces découvertes, alors à partir de là, je distingue pour le public ce que j'ai fait moi dans ce qui a été découvert par X ou Y. Voilà, c'est une question d'éthique, une question de déontologie pratiquement. Voilà, au travers de toutes ces recherches, il faut savoir que j'ai été sensibilisé à l'Agartha et à Shambhala il y a à peu près une vingtaine d'années. Et ce qui a motivé et ce qui motive encore ces émissions, c'est le fait qu'en 2005, j'ai été mis au contact de documents très importants qui non seulement apportaient des réponses à un paquet de questions sur le sujet de l'Agartha et de Shambhala, mais engageaient le récipiendaire, c'est-à-dire moi, à faire plus que de communiquer ce qui avait été trouvé. On va en parler tout au long de l'émission. Oui, c'est ce que j'avais dit, on va peut-être revenir ultérieurement sur les modalités de la découverte ou de la mise en rapport. Exactement, ça sera à l'occasion des émissions. Donc tu me posais la question tout à l'heure, si mes souvenirs sont bons, de ce qu'est l'Agartha. Voilà, l'Agartha, qu'est-ce que c'est que le royaume de l'Agartha, qu'est-ce que c'est que Shambhala, parce que Shambhala, encore une fois, pour beaucoup de spiritualistes, en tout cas, ou de gens qui s'intéressent à l'histoire de l'humanité d'une façon plus spirituelle, c'est avant tout un royaume céleste. Tout à fait. Immatériel en quelque sorte. Immatériel en tout cas, peuplé de sages, on va dire, d'après les mythes. Donc effectivement, beaucoup de personnes sont parties à sa recherche de différentes façons. En tout cas, peux-tu déjà nous rappeler ce que c'est que l'Agartha et Shambhala, parce que ce sont deux choses différentes, on peut dire. Et oui, effectivement. Mais alors il faut savoir que la dichotomie est naturelle. C'était l'assemblage qui ne l'était pas. En fait, dans l'Asie, partout en Asie, partout en Inde, dans le sous-continent indien, etc., au Tibet, les gens savent faire le distinguo entre les deux. C'est le phénomène hippie. Dans les années 70, où, je ne sais pas, tout le monde s'est pris de spiritualisme oriental, ils ont décidé de ramener, d'exporter ça aux États-Unis, en Europe, mais chacun a un peu ramené ça à sa sauce. Hein, ça a été la grande période des gourous à droite et à gauche. Et les gens ont considéré que l'Agartha était un royaume souterrain et Shambhala était un royaume céleste. En fait, en réalité, c'est l'un et l'autre, et non pas l'un ou l'autre. Tu veux dire que les deux sont donc complètement liés. En fait, c'est extrêmement compliqué parce que jusqu'à ce qu'on découvre les carnets du Major Wesley, on n'avait pas du tout la moindre idée de ce que pouvait être l'Agartha au sens originel du terme. C'est-à-dire, c'était un royaume céleste ou terrestre, c'est ça. Mais en tout cas terrien. Or, des événements, et notamment dans ces carnets, nous ont permis de voir que ça allait en fait peut-être beaucoup plus loin que ça. Et en fait, Agartha, en Kamana, alors je précise que le Kamana, c'est ce que tu appellerais la langue antédiluvienne, la langue des origines, celle d'avant Babel. La langue primordiale. La langue primordiale, mais surtout la langue que parlait l'ensemble de l'humanité à cette époque-là. Le Kamana, c'est la langue, le Kamana, le nom de la langue, est elle-même, c'est du Kamana. C'est-à-dire que le Kamana, c'est en fait ce que les anciens appelaient le cœur de l'esprit, ou donc Ka pour le cœur et Mana l'esprit, pour en fait le fait d'expliquer, c'est un peu littéral, hein, cette traduction, c'est un peu brut de pomme, c'était en fait l'expression de l'esprit et du cœur. C'était le second moyen de communiquer. Il n'y avait pas que la gestuelle, et c'était, le Kamana n'est pas qu'une langue, c'est aussi une écriture. Mais d'où vient-elle cette langue? Comment es-tu au courant de cette existence? Alors en fait, il faut dire que je ne dois pas m'en attribuer le mérite, parce qu'encore une fois, quelqu'un avant moi m'a précédé, mais il est parti dans une direction qui n'était pas la bonne, et finalement, au bout du compte, nous nous sommes retrouvés sur le même chemin. C'est Michel de Maria. Michel de Maria, c'est une personne extraordinaire, à ma connaissance, elle n'existe plus, elle est décédée, je crois.
C'est une personne qui avait une très grande intelligence dans le domaine et qui s'était aperçu que, quelles que soient les langues anciennes, on arrivait à trouver des sonorités identiques dans toutes les langues et que la plupart du temps, ces sonorités identiques désignaient la même chose. À une différence, c'est qu'au lieu d'être, comme aujourd'hui, des langues alphabétiques, c'était des langues idéographiques, c'est-à-dire qu'en fait, ça exprimait une idée, une image. D'accord. Tu vois ? Un peu ce qu'on a retrouvé aussi dans certaines écritures, finalement. Exactement. Mais cette langue avait la particularité d'être pure de tout idiome, de tout argot, de tout dialecte. C'était une langue qui n'avait pas de sous-langue, elle était intégralement parlée sur cette terre à une époque vraiment immémoriale. D'accord. Donc le kamana a donné ensuite naissance à différentes autres langues, par des chemins plus ou moins dérivés. On connaît le dravidien qui est chronologiquement dans le temps la plus ancienne après le kamana et qui a été parlée longtemps, qui a même été encore parlé, et qui est même encore parlé récemment, mais là qui est plutôt sous l'aspect d'une langue sacrée, chez les Tamouls notamment, au Sri Lanka ou dans le sud de l'Inde. D'accord. On peut encore pratiquer cette langue dans certains endroits. Ah ben, oui, tout à fait. Le dravidien est encore, heureusement, parce que sinon on n'aurait jamais pu trouver les écritures en dravidien et pouvoir en traduire. C'est d'ailleurs ce qu'a pu faire Wesley à Shambhala, c'est qu'il s'est aperçu que le dravidien était aussi enseigné, parlé là-bas. Donc il a pu faire, quand il ne comprenait pas la langue et était inscrite sur les murs, Dieu merci, il avait une traduction qui pouvait lui permettre de... Un peu comme la pierre de Rosette de Champollion, quoi. Complètement, complètement, c'était le même système. Donc dans le kamana, à Gartha, c'est la nouvelle Gartha. Et pourquoi la nouvelle Gartha? Ça sous-entendrait qu'il y ait une ancienne Gartha. Ben, l'ancienne Gartha, en fait, a bien existé, sauf que, on l'expliquera plus tard dans une émission plus détaillée, elle n'est pas terrestre. D'accord. Alors je sais que ça va surprendre. Comment, pourquoi, pas terrestre. On y viendra après. L'important, c'est qu'il faut savoir que ce sens de nouvelle Gartha est parfaitement connu par tous les peuples qui traitaient du kamana, du dravidien et du sanskrit, c'est-à-dire les Tibétains, les Indiens, les Jaïns, les Jomons. Alors les Jaïns, si tu veux, c'est une population, je dirais, indonésienne, à la limite de l'Indonésie, de l'Asie du Sud-Est. Les Jomons, c'est les Japonais préhistoriques. D'accord. D'accord, c'est-à-dire les Japonais avant les Japonais. Notamment, on peut considérer qu'une partie des travaux de Yonaguni, la fameuse pyramide engloutie de Yonaguni, est probablement attribuable aux Jomons. Mais après, on ne sait que très très peu de choses sur cette population. On n'en trouve pas d'autres traces Si, il y a des bribes, mais c'est insuffisant pour pouvoir arriver comment dirais-je, à définir, à avoir un portrait assez clair de ce qu'est les Jomons. On pense que les Jomons, qui sont devenus ensuite les Japonais, sont à l'origine ensuite de toute la tradition du Bushido, du code Bushido et des arts martiaux, mais on sait qu'ils n'en sont pas les créateurs. Beaucoup de choses comme ça, beaucoup d'éléments, c'est d'ailleurs cette raison qui t'a rapproché de moi, beaucoup d'éléments asiatiques ont des sources profondes et originelles qui ramènent à la Gartha, le Feng Shui, le Zen, la philosophie orientale, le fameux livre des divinations et des mutations, le I Ching. Donc je veux dire, tous ces trucs, notamment le roi Fuxi, qui est à l'origine de du I Ching, et qui est d'ailleurs rattaché à la Gartha comme un personnage vraiment très particulier. Cette philosophie s'est répandue ensuite, si tu veux, avec le langage, sur l'ensemble de l'Asie avant même de couvrir le monde entier. C'est très récemment que j'ai découvert que le kamana, je le retrouvais sur certaines pierres en Colombie, qui est Trapintada, mais je le retrouvais aussi dans les glyphes de Glosel, ce qui met à bas grave la théorie des détracteurs de dire qu'en fait les glyphes de Glosel et les artefacts de Glosel sont des faux. Oui. Ça, on fait référence là à Robert Charroux et cette qui était, disons,
très intéressé par le Glosel. Glosel, j'ai eu l'occasion, malheureusement, brièvement, de rencontrer le père Fradin. Après, j'ai rencontré son fils, qui tient le musée aujourd'hui. Mais bon, ce sont des personnes, je dirais, je ne parle pas tellement pour le fils, mais pour le père, qui était surtout un agriculteur, qui, à mon sens, je ne veux pas trahir sa mémoire, ni même l'insulter, mais n'avait pas forcément un esprit hautement intellectualisé pour pouvoir conceptualiser ce genre de choses. C'est évident que ce qu'il a trouvé, il l'a trouvé en toute honnêteté et franchise. Après, que les gens n'arrivent pas à comprendre les glyphes, c'est tout simplement une chose qui est extrêmement simple. Comment t'expliquer? Le kamana exprime une idée, les glyphes en kamana expriment une fréquence, un son. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois un glyphe, tu essayes de trouver une lettre, et tu te gourres, tu dois définir un son. Quand nous parlons aujourd'hui, si nous nous enregistrons, ce qui est le cas, nous allons avoir ce qu'on appelle un spectre, une fréquence, qui va apparaître sur la ligne d'enregistrement son, et qui va permettre, en quelque sorte, de traduire grâce à la machine ce que nous sommes en train de dire. À l'époque, le langage kamana, par exemple, si je disais Ka pour parler du cœur, ou Ba pour parler de la porte, ou Itsa pour parler des étoiles, ça crée une fréquence. Je ne sais pas, c'est pas de mon domaine encore. Comment ils sont arrivés à transférer ça en langage et en se disant, si je dis Itsa, ça fait ça, mais c'est ce qui est arrivé. Et avec Michel de Maria, c'est-à-dire qu'on était des gros fous, on a travaillé pendant plus de 3 ans là-dessus, à temps complet, hein, on s'est aperçu que, en fait, c'était un moyen pour eux de transmettre l'idéographie en son écrivable sur une matière, un support. Un peu comme l'alphabet finalement quand même. Oui, mais si tu veux, quand tu vois la lettre A, tu vas immédiatement prononcer A. C'est ça. Eh bien, le symbole glyphique du kamana suit la même idée, sauf qu'au lieu de prononcer le son d'une lettre, il prononce un son qui traduit quelque chose. C'est-à-dire, si tu dis Itsa, tu ne vas pas lire I-T-Z-A ou S-A, tu vas voir un ciel étoilé. D'accord. Ça, on peut le rapprocher de Chichen Itza, par exemple. Par exemple, hein, voilà. Tout à fait, tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc, si tu veux déjà ça. Alors après, c'est vrai que l'Agartha, les gens pensent que c'est complètement circonscrit à l'Asie, et plus particulièrement à l'Asie du Sud-Est, un petit peu l'Inde, un petit peu le Tibet, mais surtout l'Asie du Sud-Est. Enfin, pour beaucoup de gens, c'est en Himalaya, point barre. Faux. Faux. On retrouve dans certaines légendes amérindiennes, tu vas me dire, oui, beaucoup de gens disent que les Amérindiens viennent du milieu asiatique, la migration d'il y a 15 000 ans. J'y crois que très moyennement à tout ça. Pour une raison qui est très simple, ça a été prouvé que la barrière de glace était infranchissable ni à pied ni à cheval, ni même en bagnole. Il fallait longer par la mer l'océan Pacifique pour essayer de contourner la barrière pour pouvoir entrer en Amérique du Nord. Donc c'était, je veux dire, les gens faisaient face à une sorte d'Himalaya en arrivant au détroit de Bering, et il fallait traverser l'Himalaya à pied pour trouver l'autre côté, le continent américain. C'était à peu près aussi complexe pour la migration venue d'Asie. Donc, en même temps, on sait quand même que le niveau des mers était beaucoup plus bas à une époque, et que donc on pouvait peut-être avoir des passages plus ouverts. C'est pas le problème, tu pouvais traverser le détroit de Bering à pied. C'est ça. Mais tu te retrouvais quand même avec une Himalaya en face. Oui, d'accord. Il fallait quand même la gravir, l'Himalaya, trouver l'école au milieu de la neige. On était en pleine ère glaciaire, il y a 15 000 ans. Hein. Je veux dire, il fallait faire une traversée qui pouvait représenter 300-400 km. Il faut quand même imaginer que les moyens techniques d'aujourd'hui n'existaient pas. Ces populations-là, elles allaient peut-être passer plusieurs semaines sans trouver de quoi manger. Bien sûr. Donc il fallait quand même... c'est le problème de toutes les migrations, effectivement. Et on pense d'ailleurs, beaucoup d'aujourd'hui d'anthropologues imaginent clairement qu'en fait, ils ont contourné cette montagne gigantesque
en canoë, en kayak, en ce que tu veux, pour pouvoir longer par la côte du Pacifique jusqu'à trouver une terre abordable, quoi. Tu vois, donc ça s'est pas fait de manière massive, c'est pas des millions de gens, c'est des petits groupes qui petit à petit ont franchi. Ça s'est ensuite développé par les naissances, la démographie, mais on ne peut pas considérer qu'ils sont arrivés des milliers en Amérique. Donc pour toi, il n'y a pas de lien forcément entre donc, les communautés, enfin les peuples asiatiques venus d'Asie et les Hopis, les Anasazi, etc. D'autant plus que les Hopis qui couvrent la partie ouest de l'Amérique et les Anasazi, la partie sud-ouest d'Amérique, ont beaucoup plus de proximité, par exemple, avec les Olmecs, qui est un peuple tout aussi mystérieux, puisque c'est quand même un peuple qui, comme l'Égypte, est arrivé pratiquement équipé, outillé. Il connaissait les mathématiques, les sciences. Je te signale quand même que si tu vas à la Venta, si tu vas dans certains lieux d'Amérique centrale, de Mésoamérique, tu vas voir des canaux de dérivation, des aqueducs, etc., qui valent largement, si ce n'est pas plus, la technologie romaine, sauf que c'est un peuple, c'est pas forcément un peuple antérieur au sens antérieur, mais ce peuple n'ayant pas une traçabilité, on ne peut pas dire, bon, les Olmecs qui viennent d'ici ou de là, oui, c'est ça. D'où ils ont sorti ça. On ne retrouve pas, tout ça, si tu veux, ils arrivent en Amérique entièrement équipés, je veux dire, ils n'ont pas conquis cette science, cette technologie sur le terrain. Ils sont arrivés avec. C'est ça. Et on quand retrouve tu d'ailleurs avec les Olmecs cette fameuse tête négroïde sculptée qui ressemble un peu... Entre autres, mais il n'y a pas que ça d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que ça. Outre le peuple Aslan, donc ils disent qu'ils sont venus d'une île qui s'appelait Aztlan. D'où pourquoi les gens se sont appelés Aztèques, une des branches des Olmecs. Descendantes, exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Aztèques eux-mêmes, dans leur codex, dans leurs éléments, dans leurs textes, parlent d'une arrivée de leurs ancêtres. Donc on retombe sur les Olmecs avec des navires sans voile. Comment on peut naviguer sans voile? En traversant l'océan Atlantique. Alors moi je veux bien qu'on se fasse à la rame version les trirèmes romaines, mais quand tu vois déjà le mal qu'elles avaient à traverser la Méditerranée. Donc de toute façon, avec les Aztèques, on retrouve aussi quand même pas mal de figurations dans les écrits, où on voit des espèces de personnages voyageant dans des machines sophistiquées. On peut le traduire un petit peu comme ça, finalement. Mais ou en tout cas, de technologie compliquée. Le fantastique a toujours fait partie de l'univers humain. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc je veux dire, à partir de là, j'ai les machines fantastiques, les gens marchant sur les nuages ou sur l'eau, etc. Ce sont des choses qu'on retrouve dans toutes les civilisations, quelles que soient les époques aussi lointaines. Si tu regardes Gilgamesh pour les Sumériens, il a quand même tout du Superman, quoi. C'est sûr. Donc je veux dire, le premier véritable héros de l'histoire de l'humanité, il n'est pas né chez Marvel, quoi. Donc à partir de là, c'est quand même intéressant de ce point de vue-là. Maintenant, de savoir que chez les Hopis, même les aborigènes d'Australie, tu retrouves dans les légendes maoris notamment des textes qui parlent de l'Agartha et de Shambhala et qui laissent totalement imaginer par la similitude des descriptions qu'on est bien en train de parler de la même chose. Et que ces textes datent, Shambhala et l'Agartha, à des dates différentes. En Asie, on dit que la dernière descendance de Shambhala, c'est le royaume de Shamsung, aux alentours de 2700. Donc avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, ouais. Voilà, j'allais apporter peut-être la précision. Tout à fait. Parce qu'on n'y est pas encore, de toute façon. Oui. Alors que chez les Maoris, quand ils parlent de l'Agartha, ils parlent de Matang. Et quand ils parlent de Matang, on plonge à plus de 100 000 ans derrière. Ça fait beaucoup de marche, ça fait 80 000 ans d'écart. Tu vois, 80 000 ans d'écart, mais c'est pareil. Quand on écoute les Hopis, leur rencontre avec le peuple, les premiers visages pâles qu'ils ont rencontrés, c'était pas les Européens. Et ces premiers visages pâles, ils ont 40 000 ans. Quels sont les éléments qui permettent de dater ces civilisations, notamment d'ailleurs pour les Hopis, écrits des Hopis eux-mêmes, les écrits des Hopis, les écrits des Maoris, la plupart du temps, ils font tous une méthode différente.
mais du calcul du temps. Ça fait partie de leur mythologie ou bien Complètement de leur texte déjà. sacré? Ça fait non seulement partie de leur mythologie, mais en même temps, par exemple, les Hopis et les Maoris calculaient beaucoup le temps, non pas par rapport au soleil, mais par rapport à la lune, aux lunaisons. Donc si tu veux. Mais si tu reprends leur système de calcul, tu retombes complètement sur, si tu veux, des calculs temporels qui sont adaptables à notre univers temporel tel que nous l'avons défini aujourd'hui. Alors, où place-t-il l'Agartha en fait? Qu'est-ce que c'est que l'Agartha? Alors le problème, c'est que pour les Hopis, l'Agartha, c'est à l'ouest absolu, ce qui est normal, puisque si tu regardes l'Agartha par rapport aux Hopis, les Hopis sont à l'est de l'autre côté. Les Maoris sont dans le Pacifique, ils situent l'Agartha au nord. Et quand tu regardes l'endroit où ils situent l'Agartha, les premiers points de localisation rudimentaire nous donnent la Sibérie orientale. On n'est pas très loin. D'accord. Voilà, donc, après, évidemment, c'est un peu le même phénomène pour des civilisations comme Hyperborée, comme Atlantis. Beaucoup de gens les cherchent, il y a de multiples localisations, après il y a plus ou moins de précision. Ce qui est bien avec l'Agartha et Shambhala, c'est qu'elle a un peu échappé à ce foisonnement de recherche et de localisation supposée. Donc le peu d'informations qu'on a, on la chance de pointer dans la même direction. D'accord. Alors, il y a quand même un point en plus, c'est que toi, tu aurais donc récupéré des coordonnées. Notamment, tu as récupéré des carnets de voyage d'un explorateur, donc Andrew Wesley, qui est le personnage d'une trilogie que tu as écrite d'ailleurs qui s'appelle Shambhala. Oui. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment es-tu entré en possession de ces coordonnées? Qu'est-ce que c'est que ces carnets? Est-ce que tu as réellement des carnets qui, oui, tout à fait, qui donnent... Tout à fait. Alors la problématique des carnets, c'est que d'abord ce sont des carnets uniques. Donc ce sont des carnets dont il n'y a pas de double, dont il n'y a pas de copie. Enfin, je veux dire, le gars qui a écrit ces carnets les a écrits que sur ces carnets. Et ce sont des carnets relativement fragiles. Ils ont vécu l'Himalaya, ils ont vécu pas mal de choses. Et bien que j'ai pu les faire radio-dater et vérifier dans leur authenticité, du moins en ce qui concerne la matière physique, D'accord. sur les textes, malheureusement, le seul moyen de savoir si c'est vrai, c'est d'aller sur place. Mais comment es-tu entré au contact de ces carnets et comment sais-tu qu'ils soient datés? Enfin, tu les as fait dater, donc expertiser? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai fait appel à un laboratoire spécialisé dans les pièces archéologiques et j'ai demandé à ce laboratoire de faire des études pour vérifier que ces carnets, que l'encre, le papyrus étaient bien de l'époque à laquelle je supposais ou j'étais supposé avoir été écrit. Après, il y avait un point particulier, c'est le sang des dernières pages que j'ai fait expertiser par un laboratoire génétique très important et lequel m'a déterminé qu'effectivement c'était bien du sang humain. Donc les carnets étaient parfaitement authentiques, je dirais, sur la partie physique. C'est précisé par le major qu'il écrit avec son sang, c'est bien du sang qu'il y a dessus. Il était britannique, c'est bien une encre de Chine fabriquée en Grande-Bretagne et dans tout l'Empire britannique qui est utilisé. Le parchemin de ces carnets était fabriqué dans des papeteries en Angleterre et en Inde qui ne fabriquaient pas du tout comme le parchemin français. D'accord. Et alors, comment es-tu rentré en possession de ces carnets? Alors ça, c'est une histoire tout à fait rocambolesque. En fait, depuis, je dirais, en décembre 2005, j'étais de retour en partie d'une expédition. Je suis en train de faire un tour du monde de 2003 à 2006 pour justement préparer mon livre Civilisation antédiluvienne. Et j'étais chez moi quand j'ai été contacté par email par une personne qui s'est pas immédiatement présentée, mais qui m'a posé des questions quant à savoir si j'étais intéressé d'avoir plus d'informations sur l'Agartha et Shambhala, des informations fiables, des informations qu'à l'heure d'aujourd'hui, aucun chercheur au monde ne pouvait posséder,
pour la bonne raison que ces éléments étaient inaccessibles au commun des mortels. Au début, j'ai eu un petit peu cru à quelqu'un qui voulait s'amuser avec moi, un fantaisiste, etc. Donc je dois dire que les premiers échanges ont été assez froids, Oui. jusqu'au moment où la personne voulant me dégeler m'a envoyé des images, des carnets pris dans l'obscurité totale et apparemment photographiés avec un flash pour pouvoir photographier certaines pages de ce carnet de manière assez distincte pour que je puisse voir que leur contenu était tout à la fois lisible et en même temps complexe. Il avait quand même choisi ces pages en m'envoyant tout ça. Je lui ai demandé de m'envoyer plus de précisions, ce qu'il a fait sous la forme d'un fichier PDF. Et quand je lui ai dit que ça l'intéressait, il m'a proposé un rendez-vous dans une salle des ventes en Angleterre, où il m'a dit, voilà, si vous possédez 50 000 €, vous allez à tel jour dans cette salle, à telle heure, et quand vous récupérez le catalogue à la salle en entrant, le catalogue des pièces, vous vous portez acquéreur pour la pièce 208. Je dis, bon ben ok. Sauf que la pièce 208, j'ai passé la journée avant qu'on y arrive à la pièce 208, et je me suis retrouvé, il était pratiquement 19 h quand cette pièce s'est présentée. Bien sûr, rien n'était signalé comme étant de Wesley, c'était des carnets d'un explorateur, c'était aussi vague que ça, et là, il y avait une mise à prix. Dans la mesure où personne ne s'est porté candidat pour les récupérer, et ceci dit, il y avait carrément personne dans la salle, plus personne dans la salle, j'ai pas eu de difficulté à acquérir le bien au prix qui m'avait été fixé. Mais comment peux-tu être certain de son origine si tu veux, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai été intrigué par l'approche et tout, si tu veux. Il m'avait donné suffisamment d'éléments pour que je sois alléché. Mais quand j'ai récupéré les carnets, que j'ai repris l'avion pour rentrer, que j'ai ouvert le carton contenant les carnets, je les ai trouvés en tellement bon état que je me suis dit, j'ai dû me faire enfler, j'ai dû me faire avoir, c'est pas les originaux. Oui. C'est ce qui a mobilisé mon intention de radiodater, de tout vérifier. Parce que même dans une salle des ventes, si jamais il y a vice de forme, si tu veux, sur la vente, tu peux te faire rembourser. Sauf que les éléments que j'ai récupérés sont venus encore conforter la chose. Donc j'ai dit, bon, il n'est plus question là d'aller se faire rembourser. Ce qui est important, c'est de traduire tout ça. Parce qu'évidemment, c'était écrit en anglais, c'était écrit très petit, mais c'était pas écrit dans un anglais d'aujourd'hui. C'était écrit dans un anglais du début du XXe, oui, avec des tas de mots qui aujourd'hui n'existent pas. Ce sont des jeux. Ah non, mais je veux dire, non, mais par exemple, parking, marketing, sont des choses qui sont complètement inconnues en 1920, hein, ils ne savent même pas de quoi tu parles. Tu vois, donc je veux dire, on est quand même en 1920, je te rappelle, les automobiles, avant qu'on fasse des parkings pour elles, c'était quand même assez exceptionnel que ça circulait dans les rues, quoi. Donc, par voie de conséquence, j'ai dit, bon, je vais traduire ces ouvrages. Et il me fallait pour ça quelqu'un qui avait la carrure pour pouvoir le faire, qui connaissait tous les idiomes, qui connaissait l'anglais médiéval, en me disant, ben, de toute façon, s'il connaît l'anglais médiéval, toutes les déclinaisons jusqu'à maintenant, il doit les connaître, et par voie de conséquence, nous devrions avoir un moindre mal pour traduire les 600 pages que représentent les 6 carnets. 600 pages, ça fait du volume. C'est un explorateur qui a tenu, disons, un sacré journal. C'était un carnet de route, c'était son expédition au jour le jour. D'accord. Mais en même temps, ce qui est original chez Wesley, c'est qu'en plus d'écrire, en plus de donner les événements de la journée, il lui arrivait d'exprimer des états d'âme sur telle et telle chose, de faire des flashbacks sur sa vie par rapport à telle situation rencontrée aujourd'hui. Un journal intime, en plus d'un journal de voyage. Oui, je ne pense pas qu'il était destiné à être remis à qui que ce soit. D'accord. C'était un journal qui était fait plus pour lui. Par contre, il a fait quelque chose, et c'était la question que tu me posais, qui a été totalement original et que je n'ai jamais vu chez aucun explorateur. J'ai quand même des carnets d'expédition de Stanley et Livingstone, les deux. J'ai les carnets de Savorgnan de Brazza, j'ai les carnets de Bennett et de Podensky sur Tiahuanaco. J'ai un certain nombre de pièces comme ça que j'ai acquis au cours de mon existence et je n'ai jamais vu de carnet dans lequel
l'explorateur, lorsqu'il s'arrêtait, prenait la longitude et la latitude du lieu où il se trouvait pour se situer dans l'espace du globe. Donc ce sont ces points de repère qui donc... Mais la longitude et la latitude les coordonnées du début du XXe siècle, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, des points GPS. Mais ça, donc à partir de là, il suffisait de remonter les points GPS en traduisant l'ouvrage pour réaliser qu'il nous donnait le point GPS, non seulement de l'entrée de l'Agartha, où il a fait halte, mais de l'entrée de Shambhala, de la cité de Shambhala. Et là, c'était extraordinaire. C'était la première fois qu'on avait une localisation on ne peut plus précise. Mais aujourd'hui, avec les moyens technologiques dont on dispose, on doit pouvoir déjà avoir, ne serait-ce que pas Google Earth ou Map ou les satellites, se douter, faire une prévisite, si je puis dire. On doit trouver quand même des éléments sur la véracité, sur l'existence physique réelle de ces éléments-là. Est-ce que tu étais déjà penché évidemment sur cette... Ben, si on part du principe qu'on est censé trouver des vestiges de type gréco-romain, je t'aurais dit oui. Mais quand on sait que dans les dernières pages du dernier carnet de Wesley, il exprime une chose absolument étonnante, je vais d'ailleurs te la lire, quel étrange paradoxe qu'une civilisation vieille de 600 000 ans, mais disposant, et j'insiste sur ce point, mais disposant de 700 siècles d'avance sur la nôtre. 700 siècles d'avance. Mais qu'est-ce que... 70 000 ans. Oui, mais alors... Alors, ça, 700 siècles en tout, on ne sait pas. Il est vague, mais à travers tout ce qu'il décrit dans ses carnets, et tout ce qui est découvert dans ces carnets et qui est censé décrire l'Agartha et Shambhala, on peut, jusqu'à nouvel ordre, a priori, considérer qu'effectivement leur technologie est tellement avancée qu'ils utilisent, ou qu'ils ont utilisé, ou qu'ils utilisent encore, même si apparemment il n'a pas rencontré le moindre agartien en allant visiter ce royaume et cette cité, qu'ils aient une technologie qui protège, d'une manière ou d'une autre, la visibilité de ces lieux à quiconque essaye de les voir, en tout cas de manière aérienne. Donc tu es en train de nous dire que Shambhala serait bien terrestre, on va dire, serait une cité avec non, je vais être beaucoup plus fin que toi. De ce côté, sur ton analyse est trop abrupte, mon cher Thierry. Elle est céleste et terrestre. Alors pourquoi céleste? Terrestre, on peut le comprendre, puisque tu es en train de décrire certaines choses. Comment on peut déjà arriver à une conclusion qu'une cité peut avoir 70 000 ans d'avance? Nous, on est incapable de se projeter à 70 000 ans, ce que sera la Terre dans 70 000 ans. Exactement, et encore moins le fait qu'elle ait 600 000 ans d'âge. C'est ça. Donc déjà, ça interpelle. Est-ce qu'il a fait des Il découvertes? y a un grand écart énorme, et on en parlera au cours de ces émissions. On va rentrer dans le détail là-dedans, mais... il faut savoir que forcément, une civilisation qui a 600 000 ans d'âge, où on est à peu près sûr qu'on perd la trace de Sapiens aux alentours de 300 000, elle a forcément une origine qui ne peut pas être terrestre. Donc tu entends par là que ce serait une civilisation venue d'une autre planète? Ou d'un autre monde, d'une autre galaxie, enfin, en tout cas d'un autre, pas de la Terre, quoi. Donc certainement pas de la Terre, c'est exoplanétaire de ce côté-là, c'est clair. Et ce qu'il décrit, et tout ce qui est décrit dans ces carnets, mais il n'y a pas que les carnets. Ne fixons pas sur les carnets du Major Wesley. Quand tu lis le Ramayana, quand tu lis le Mahabharata, quand tu lis les Védas, les Puranas, je veux dire, les Puranas, c'est l'équivalent des Védas, mais qui a été un petit peu rendu plus accessible, parce que c'était plutôt destiné aux femmes. Il faut savoir qu'à l'époque des Védas, l'égalité homme-femme en civilisation avait disparu. Avant, apparemment, c'était un fait établi. Elle existait donc avant. L'égalité homme-femme. Elle existait, elle a toujours existé, ensuite elle a malheureusement blackboulé de civilisation en civilisation selon qui dirigeait ou qui ne dirigeait pas. Et puis bien sûr, il y a eu des phases d'obscurantisme où là, on est parti dans du grand n'importe quoi.
Mais il est évident que si elle a 600 000 ans, c'est pas une civilisation. Tu t'imagines, tu fais rentrer combien de fois l'Empire romain là-dedans? 60 fois minimum, même plus. Oui, mais ça veut dire que donc nous serions issus de cette civilisation primordiale, ça veut dire que nous serions issus donc d'un autre monde en fait. Mais pour la plupart des gens, c'est une phrase. C'est assez difficile à... On est en pleine science-fiction en fait. Oui, je sais, mais moi, ne t'inquiète pas, tu crois que je suis resté de marbre devant ces révélations. D'ailleurs, moi, je ne suis pas resté de marbre. Et puis, surtout, mon traducteur, lui, en a perdu la raison. Donc, je veux dire, quand nous avons fini au bout de 8 mois de traduire les carnets, le problème, c'est qu'au fur et à mesure, c'était quelqu'un qui avait une vision assez psychorigide de ce qu'était l'histoire de l'homme, et qui lui convenait parfaitement, mais au fil des pages, des pans entiers de ses convictions s'effondraient. Il a très mal vécu ça, au point aujourd'hui d'être en soins intensifs et quelque part de cet état. Mais nous parlions, avant de nous égarer, nous parlions justement de ça, de cette histoire extraterrestre. J'aime bien une phrase qui apparaît dans le 4e ou le 5e carnet, dans lequel il dit, Wesley je parle, nous cherchons depuis la nuit des temps une preuve de la pluralité de mondes habités. Mais cette preuve, nous l'avons toujours eue. Il suffit de regarder dans un miroir. Donc je veux dire, c'est quand même quelque chose de stupéfiant pour des carnets d'aventuriers datant des années 20. Il faut quand même que tu réalises une chose. Toute la culture de science-fiction qui fait notre quotidien d'une banalité affligeante n'existait pas à l'époque. La série Star Trek date pas des années 20. Toutes les grandes sagas de science-fiction, qu'elles soient écrites, filmesques ou radiophoniques, n'existaient pas à cette époque-là. Donc je veux dire, il a été établi de manière certaine que l'imaginaire populaire ne peut se fonder que sur une base, une racine, pour évoluer vers le haut, mais qu'elle ne peut pas se créer ex nihilo, à partir de rien. Donc, le problème, c'est qu'en étant un gars qui connaît les biplans, qui connaît tout juste dans les années 30 les tout premiers avions qui font des voyages en pointillés pour traverser le monde, qui ne sont pas capables de faire du long courrier, qui connaissent les dirigeables, le gars en est en train de lire dans ses textes des descriptions d'engins, qui sont des engins spatiaux, d'une technologie que même nous, nous ne possédons pas aujourd'hui, et qui essaye de les décrire avec ces mots, parce que malheureusement, il n'a pas le vocabulaire que nous avons aujourd'hui. Il ne serait incapable d'expliquer que ces engins peuvent fonctionner avec une énergie antigravitationnelle. Rien que cette phrase, il est dans l'incapacité même de la concevoir. Donc, il essaye d'expliquer, quand il parle de certains engins, il dit on dirait des navires de guerre qu'on a renversés et qui volent, mais à l'envers, quoi. C'est un peu ce qu'on va retrouver aussi avec les Himalayas, dans le Mahabharata, notamment. Exactement. C'est très difficile pour les gens dans ce genre d'écrit, pour les peuples de l'époque, d'arriver à trouver une terminologie technique pour expliquer comment tout ça, ça peut exister. Mais alors, s'il y a une telle technologie là-bas, comment se fait-il que cette civilisation ait disparu, qu'on n'en trouve pas de traces ailleurs, qu'on n'ait pas des héritiers ou des présences? Je m'inscris en faux, mon cher Thierry. Je suis ravi de pouvoir t'écouter à ce sujet. Mais il suffit simplement de prendre un grand nombre de monuments en photographie dans le monde, quelles que soient les civilisations, et d'apposer les photos les unes contre les autres, pour t'apercevoir qu'il y a une familiarité. Oui, un héritage, un essaimage, on voit mais forcément mondial. Voilà. Mais, ce que tu trouves en Amérique, tu le trouves en Asie, tu le trouves en Occident. Après, il y a des petites variantes, mais c'est pareil pour nous ici. Il y a des variantes culturelles, mais une maison se fabrique toujours de la même manière. Et une maison que tu vas chercher en Amérique par rapport à une maison en France, elle n'est pas foncièrement différente. C'est certain. Alors, sans rentrer dans le détail de la signification, parce qu'il y a eu beaucoup de choses sur les diverses civilisations, sur les diverses bâtisses, il y a d'ailleurs... Mais on a une preuve de civilisation mondiale. Et je te rappelle
que dans les carnets de Wesley, sur une salle qu'il a trouvée qui s'appelle la salle du savoir, il est fait référence à 98 cités comme Shambhala. Shambhala n'étant qu'une des 98. Donc on peut considérer qu'on a là une affirmation d'une mondialisation de la civilisation. Est-ce que ces 98 cités seraient en lien toutes avec l'Agartha ou pas? Ah bien sûr. Donc Shambhala serait la capitale, elle, de l'Agartha. Voilà, et ce que les gens n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui, plusieurs points qu'ils n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui, rapport à l'Agartha et à Shambhala, c'est que Shambhala n'est pas seulement la capitale du royaume de l'Agartha. L'Agartha n'est pas, comme nous l'avons imaginé, nous pauvres occidentaux, limité à l'Himalaya, à une vallée perdue dans l'Himalaya. On est en train de parler de 98 cités couvrant le globe terrestre. L'Agartha n'est pas cette vallée. L'Agartha, la nouvelle Gartha, c'est la terre entière. Alors, ça, on a retrouvé de nombreux travaux qui sont faits. Il y a notamment actuellement Patrice Pouillard qui a fait tout un film sur l'équateur penché. Oui. Et pose des questions qui rejoindraient, disons, cette théorie sur les 98 cités, 98 points autour de l'équateur penché. Oui. Est-ce que ça te parle, ça t'inspire? Tu vas dans cette... Alors moi, ça me parle, mais je trouve que c'est prématuré dans cette première émission d'en parler, parce qu'ils serions obligés de détailler On en parlera plus tard. beaucoup d'autres éléments, mais je vais te dire, les carnets de Wesley font référence à une protection de la planète par une ceinture de pyramides qui effectivement suivent l'équateur. La question, c'est quel équateur? L'équateur d'aujourd'hui ou un équateur éventuellement penché par un dérèglement? On ne sait pas. Je ne suis pas pour une conception de l'équateur telle qu'elle est définie par Grimaud ou Pouillard, mais je ne suis pas non plus totalement contre, simplement je ne l'explique pas de la même manière qu'eux. Je pense que, et ça a été prouvé au moins 160 fois, les pôles ont été inversés, et ce n'est pas la première fois. Je suis en train de travailler sur un ouvrage très important de Donnelly là-dessus, qui s'appelle Ragnarok. Je suis en train de faire sa traduction, et c'est très intéressant ce que je découvre dedans. Il semblerait qu'effectivement, il y a plus de 13 000 ans, on ait été frôlé, c'est un mot exagéré, je dirais même un peu plus que frôlé, par une comète dont la taille, d'après les recherches de Donnelly, on est en 1883, devait faire à peu près 50 fois la Lune. Alors bien sûr, ça n'avait pas la solidité de la Lune, c'était une comète, c'était un conglomérat de glace et de rochers, mais le choc, l'effleurement, a pu profondément changer l'axe terrestre, au vu de ce qui est découvert géologiquement et qui est décrit dans ce bouquin. Donc, si tu veux, je pense qu'entre les changements électromagnétiques du champ terrestre et l'éventuel choc de la planète avec un astéroïde ou quelque chose qui aurait pu basculer son orbite terrestre, ça rejoint toute une série d'autres théories, hein, comme par exemple le fait que l'Antarctique aurait pu à un moment donné, et ça a été prouvé, totalement tropical. Oui. Que le fait que Hyperborée est une civilisation qui a été subitement engloutie par la neige et la glace. Je veux dire, il y a des éléments quand même dans les légendes, dans les textes qui prouvent, alors après on arrive mal à situer chronologiquement ces événements, mais on sait que la planète a été modifiée à un moment donné, voire à plusieurs moments. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait travaillé sur le sujet, qui est Velilowski, mais Monde en collision, c'est son ouvrage. Mais le problème, c'est que Velilowski a écrit le bouquin Monde en collision après Ragnarok de Donnelly. Et ce que je retrouve dans Donnelly, je le retrouve dans Velilowski. D'accord. Donc je veux dire, il est possible que les uns et l'autre se soient inspirés. Quant à la datation de l'événement, elle reste encore relativement floue, mais des faits nouveaux, notamment avec la découverte du temple de Göbekli Tepe, laisserait imaginer qu'une cette fameuse comète, on se l'aurait pris autour des 13 000 ans, ce qui correspond d'ailleurs dans l'âge à la disparition de la dernière des civilisations antédiluviennes, Atlantis.
Mais pour en revenir à Shambhala, Oui. bon, puisqu'elle est décrite comme ayant 70 000 ans d'avance, ou 600 000 ans en fait d'existence. Exactement. Il s'en est passé des choses en 600 000 ans sur cette terre. Hein. Ouais, il s'en est passé beaucoup, et donc ça paraît presque incroyable qu'on trouve encore des technologies. S'il y a eu de tels bouleversements, s'il y a eu le passage, disons, de comètes qui auraient remis en cause toute la configuration planétaire et les cités qui vont avec, comment se fait-il qu'on retrouve si intact des technologies Alors, d'après le livre de Ragnarok qui m'a rassuré, l'impact de cette comète n'a touché que la partie Amérique Sud et Nord, Occident, Afrique. Au moment où la comète a été en contact avec la planète, toute la partie Asie a été protégée. D'ailleurs, tout ce qu'il appelle le drift, la dérive, qui est géologiquement prouvé, c'est des rainures, quoi. Tu vois, oui, sur le sol, en Afrique, et raflue, on le trouve que sur cette zone. En Asie et tout, dans le Pacifique, que dalle. Donc, c'est bien. Shambhala aurait été préservé. Miraculeusement. Voilà. Miraculeusement aurait été préservé. Alors, voilà, donc, Shambhala, comme je l'ai dit, c'est la capitale. L'Agartha, c'est le pays. Et les Agarthiens, le peuple. Et ce peuple, mais nous en descendons, et ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est Wesley en apportant un certain nombre de preuves, et le Mahabharata et le Ramayana. Je te rappelle que le Mahabharata, qui est le livre qui raconte en même temps l'histoire de personnes pour accéder au pouvoir, fait un tableau, brosse un tableau assez intéressant de tous les aspects humains. C'est marrant parce que il est infiniment vieux, ce livre, mais on retrouve absolument tous les travers humains. Hein. Oui, donc c'est de temps immémoriaux, les travers humains. Voilà, exactement. Oui. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que même dans ces bouquins, le Ramayana et tout, le Ramayana, ils font référence. Nous sommes issus de... Oui. Et ils reviennent en arrière. Donc, dans les textes anciens, secrets, sacrés, même dans certains textes tibétains, dans les carnets de Wesley, on a une convergence qui ramène au fait que l'Agarthien serait en fait le premier humain, le premier humanoïde, je dirais, sur cette terre non terrestre. Car dans les textes, ce qui fait la différence entre les textes de Wesley et les textes historiques, c'est que Wesley parle d'Adam, d'Adam, en traduisant des gravures et des textes dans cette fameuse salle du savoir, disant qu'en fait une partie des Agarthiens ont décidé de tenter de nous acclimater à la planète et malheureusement ont perdu un peu le sens des réalités, voire du contrôle de leur tentative OGM. Et on retrouve d'ailleurs leur déclinaison jusqu'aux Anunnaki, Sumériens et compagnie. Donc, pour Wesley, à travers les textes de la salle du savoir, il y avait un être propriétaire des lieux, Madinter, je dirais, conçu par cette planète et tous ses Néandertal et toute sa descendance et toute son ascendance, c'est-à-dire jusqu'au premier primate, etc. Et puis à nous. Et nous avons, à un moment donné de notre existence, je parle là au nom des Agarthiens, testé cette adaptation et nous avons en fait créé un être qui est un peu nous, un peu je ne sais pas trop quoi, autre chose. Et cette autre chose par contre est un être infiniment plus fragile que l'être originel qu'on était. À vouloir nous adapter à la planète, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est diviser par 8 notre durée de vie et nous rendre absolument perméables à l'ensemble des maladies qui peuvent régner sur cette planète, sur ce globe. Je reformule, ce que tu veux dire par là, c'est que en gros, nous serions une manipulation génétique, disons. Nous, actuellement, oui, on est le résultat d'une manipulation génétique. Donc ça, mais c'est pratiquement de notoriété publique aujourd'hui. Oui, il y a Anton Parks d'ailleurs qui a écrit il y a beaucoup, sa façon dessus, mais il y a beaucoup d'auteurs. Ah non, mais de plus en plus. Oui. De plus en plus même, des professeurs d'histoire. Je veux parler par exemple de Bleuette Bio, oui. Qui est pourtant, je dirais, une professeure d'histoire. C'est-à-dire, c'est pas une archéologue, hein, c'est pas quelqu'un, c'est pas une anthropologue non plus.
mais ses propres recherches l'ont lentement fait dériver vers la même conclusion. Oui, c'est ça. Et toutes les personnes qui se mettent à travailler un petit peu sur la question, comme par hasard, convergent vers le même point. Oui, ça fait un petit moment qu'on en parle de Donc après, le fameux chaînon manquant. Voilà, aussi, non mais il n'y en aura pas de chaînon manquant pour la bonne raison que le chaînon manquant n'existe pas. Il y avait d'un côté Lagartien, j'allais dire, j'aime pas dire ce mot parce qu'il a des connotations assez négatives, race pure, je dirais, oui, ça nous rappelle des mauvais souvenirs de ce cas. ethnie, tu vois, Oui. et de l'autre côté, il y a un être qui a été, qui est une dérivation, une déclinaison de cette ethnie spécifique, mais qui malheureusement ensuite a dérivé, et je ne dirais pas en bien. Je dirais même que depuis probablement les premières expériences tentées par ce que Wesley, traduisant les textes Lagartien, appelle les déviants, ce serait en fait aggravé. Au fur et à mesure de notre renouvellement, de notre reproduction, en fait, nous ne nous sommes pas arrangés, nous nous sommes avilis, en quelque sorte. Une chance, on en parlera un peu plus tard aussi, c'est le fameux exode de la cité. Les Agartiens ont décidé de conquérir à un moment donné l'ensemble de la planète, au lieu de rester confinés dans leur lieu. Et je pense que les Agartiens, qui avaient quand même été déprogrammés d'un certain nombre de leurs facultés, parce que les grands maîtres d'Agartha craignaient qu'avec nos pouvoirs un petit peu trop en avance, chacun allait vouloir se prendre pour Dieu dans son coin. Donc il nous a en quelque sorte bridés. C'est de là que j'expliquerai le fait que nous ne pouvons utiliser que 10% de notre cerveau, parce que les 90 autres ont été bloqués, et qu'en fait, pourquoi le retour vers Shambhala est en train de se faire lentement au fur et à mesure de l'évolution de la civilisation, parce que le temps fait son œuvre, et que le déblocage est imminent. S'il n'est pas initié par l'Agartha, il se fera de toute façon. C'est là où on rejoint donc davantage une progression, une prise de conscience il faut dire, si tu veux, d'ailleurs, voilà. sur le retour à des valeurs primordiales, c'est ce que tu es en train de dire, exactement. Plutôt que une espèce de déviance par rapport Ah non, mais on a, si tu veux, à un moment donné, on a littéralement dégénéré, mais il y a à peu près 130 000 ans, il nous parle d'un exode massif, et cet exode massif a donc jeté en quelque sorte deux catégories d'Agartiens. Des Agartiens génétiquement modifiés une première fois, puis des Agartiens non modifiés, mais bridés, une deuxième fois. Ça sous-entend que ces deux peuples les populations dont se on sont parle, donc mixées, d'Atlantide, tout ça, seraient des descendants complètement. On est dans une filiation complète. Ah non, la première descendance est plus loin. Dans l'ordre chronologique à l'heure d'aujourd'hui de mes travaux, je dirais qu'on a l'Agartha, on a un trou jusqu'à peu près, on va prendre l'Agartha 130 000 ans, à l'époque de leur exode tel qu'est décrit dans les murs dans la salle du savoir. Ensuite, autour de 80 000 ans, entre 80 000 et 55 000 ans, on aurait Antarctica. Je travaille de fond dessus et j'ai des dossiers brûlants sur la cité qui a été retrouvée en Antarctique, que je n'ai pas encore, je dirais, mis au goût du jour. Et il y a même des choses, je me demande s'il est tout à fait raisonnable de les mettre en ligne. On va peut-être en parler quand tu auras plus d'éléments. En off. Et ensuite, il y a Hyperborée, Mu, puis Atlantis. Et au moment de l'effondrement d'Atlantis, il existe une civilisation qui n'en est pas une, mais qu'on a baptisée comme ça parce que c'était les survivants de l'Atlantide. C'est la civilisation des mégalithes, dont on retrouve tous les menhirs, les dolmens et les cromlechs, et qui sont en fait les descendants des Atlantes, voire des gens de Mu, qui ont essayé grossièrement de reproduire leur civilisation d'antan. Le problème dans une civilisation, quand elle s'effondre, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça, contrairement à ce que le peuple pense, ce n'est pas le peuple qui disparaît en premier, mais les élites. Et c'est la raison pour laquelle, ensuite, on va dire, c'est les moins idiots des gens qui prennent le pouvoir sur les parfaits crétins. Donc, je veux dire, c'est peut-être dur à expliquer comme ça, mais ce qui fait qu'en fait, c'est comme ça que naissent les seigneurs de la guerre et tout. Tout le médiéval, après l'Empire romain, l'effondrement de l'Empire romain en 493, on a
un âge obscurantiste qui va de 494 à la Renaissance. C'est pas pour rien que cette période a appelé la Renaissance par rapport à l'Empire romain, puisque c'est à ce moment-là, effectivement, lors de la Renaissance, qu'on s'est réinspiré de l'Antiquité grecque et romaine pour reconstruire des choses qui étaient nettement plus en rapport. Si tu regardes un château fort médiéval et si tu regardes Chambord, c'est quand même pas la même chose. Hein. C'est certain. Voilà, donc si tu veux, ça c'est très important de réaliser qu'en général, après l'effondrement d'une civilisation, on passe dans un âge obscurantiste. L'âge obscurantiste a été assez long à l'effondrement de l'Atlantide, puisque la civilisation des mégalithes a quand même duré au moins 5000 ans après cet effondrement. Donc, d'ailleurs, un exemple, souvent on voit Astérix, Obélix avec le dolmen, mais il a été prouvé, et même les Celtes, donc les Gaulois, car les Gaulois sont des Celtes. Ils sont issus d'Asie centrale, en fait, les Celtes. C'est un essaimage. Oui, mais cet essaimage, il est quand même venu par l'Espagne, et il a remonté lentement jusqu'à la péninsule britannique et même l'Irlande. Oui. Mais, si tu veux, les Celtes eux-mêmes ont expliqué que les dolmens, les menhirs et les cromlechs, c'était pas eux. Oui, oui. Ils en ont fait usage, mais ils n'en étaient pas les bâtisseurs. Est-ce que ce savoir donc de la taille de pierre, des mégalithes, parce qu'on parle aussi des murs cyclopéens. Ah ben bien sûr, mais c'est toujours pareil. Oui, mais les murs cyclopéens, c'est différent. Les murs cyclopéens, c'est une technologie. Contrairement à ce côté en apparence rudimentaire, c'est une technologie du face contre face tellement élaborée qu'on ne peut même pas passer un papier à rouler ou une lame de rasoir entre les deux. C'est quand même infiniment mieux et surtout, beaucoup de sismologues qui ont travaillé sur ça se sont rendus compte que ces murs peuvent donc glisser les uns sur les autres, ces pierres, sans que le mur s'effondre. Il y a une certaine élasticité malgré le fait que ces pierres pèsent des tonnes. À l'heure d'aujourd'hui, les murs de Sacsayhuaman, d'Ollantaytambo ou d'ailleurs, sont infiniment plus solides que les bâtiments qu'on construit aujourd'hui. C'est certain. On l'a vu, enfin, on le voit dans le film de Patrice Pouillard, qui est assez intéressant de ce côté-là. Je le cite évidemment entre nous, parce que c'est l'image parfaitement cette complexité de construction et cette perfection surtout. C'est étayé. Pour en revenir maintenant à Shambhala, en fait, qui est à l'origine de la transmission de la connaissance, qui a fait connaître en fait l'existence du royaume d'Ayartha et de Shambhala en Occident, parce que c'est réservé au départ en Asie, on vient de le dire. Comment ça s'est fait cette transmission? Alors en fait, au départ, il y a eu plusieurs personnes qui se sont intéressées. Alors bien sûr, on ne va pas parler des orientalistes français comme Saint-Yvre d'Alvestre ou des gens comme Blavatsky. On va essayer de rentrer, les fameux théosophes, on va rentrer plutôt dans des gens qui se sont posé des questions sur les origines des langues, et notamment sur Alexandre Cosma de Koros, qui était un Hongrois et qui s'est aperçu quand même de beaucoup de similitudes avec sa langue, qui était bien sûr issue comme de nombreuses langues du segment indo-européen, et qui a décidé d'aller voir un peu plus près là-bas pour essayer d'arriver à trouver des accointances suffisantes pour pouvoir créer une sorte de filiation. C'est lui, à travers ses écrits, ses travaux, qui a commencé à faire connaître Shambhala et l'Agartha en Occident. Alors ensuite, bien sûr, après, il y a eu énormément d'autres personnes. Je vais justement te lire un petit texte là, parce qu'il est un peu technique, donc le mieux c'est de le lire, comme ça les téléspectateurs voient bien de quoi on parle. En fait, c'est en 1833 que Shambhala fut révélé en Occident, et comme je te l'ai dit il y a 2 secondes, par l'intermédiaire du linguiste Alexandre Cosma de Koros. En fait, lui a fait des recherches aussi, pas seulement sur la langue, comme je te disais tout à l'heure, mais en fait sur aussi la localisation. Il a cherché à découvrir où elle pouvait bien se trouver, et il l'a située en gros entre le 45e et le 50e degré de latitude nord. Ce qui le situe quelque part au-delà du fleuve Sridarya. Le Sridarya, c'est un fleuve qui se situe pratiquement, je dirais, à la séparation entre la Mongolie intérieure et l'Asie au sens himalayen du terme. En fait, la localisation de Shambhala et de l'Agartha était très difficile
à situer parce que de suite, très rapidement, les gens sont partis dans différentes directions. On l'a vu en Mongolie, on l'a vu évidemment dans l'Himalaya, on l'a situé un petit peu ailleurs, dans l'Asie du Sud-Est plus bas, je dirais. Il y a même des points de localisation qui ont été posés en Indonésie. Et notamment parce que, en fait, l'Agartha et Shambhala ont eu des localisations différentes par différents chercheurs, surtout parce qu'ils ont été un petit peu égarés par la légende de la pierre de Chintamani, qui en fait est située quelque part perdue dans un temple en Indonésie, quelque part autour de Java et Sumatra. Et du coup, ils ont pensé que forcément l'Agartha et Shambhala devaient se trouver à côté. Parce que cette pierre, il y est rattaché à travers ses pouvoirs. C'est une pierre très particulière, la pierre de Chintamani. C'est un peu comme la lance du destin. Celui qui possède cette pierre a des pouvoirs tout à fait particuliers et peut influencer énormément de choses, non seulement sur son destin, mais sur le destin de l'humanité. Donc c'est quelque chose d'important. J'ai entendu dire qu'il existerait une carte permettant de retrouver l'Agartha. Alors effectivement, il y a une carte, je crois, qui a été établie au XVIIe siècle. On ne sait pas qui l'a établie. J'en ai une copie. Cette carte est aujourd'hui solidement enfermée dans les coffres et les réserves de la Bibliothèque du Vatican. On le comprend. C'est une recherche perpétuelle du Vatican de tenir à l'abri des masses populaires des informations dont elles redoutent l'utilisation. Et cette carte, en fait, elle n'est pas signée. On ne sait pas qui l'a établie. La seule chose qu'on sait, c'est que quelqu'un y est allé, en est revenu, et a établi cette carte. Le problème, c'est que quand on regarde la carte, et moi je l'ai comparée par les cartes avec les carnets, si cette carte se rapproche considérablement de l'endroit, il est probable qu'en réalité, la personne n'a jamais atteint l'Agartha, mais elle a atteint des zones, des lieux qui ont été visités par Wesley au cours de son voyage et qui sont en périphérique de du fameux royaume. Autant dire que donc, il n'est pas allé au cœur, mais ils sont allés pas loin. Ceci dit, on en parlera à un moment donné, mais d'autres personnes ont frôlé la possibilité d'atteindre l'Agartha bien avant Wesley. Oui, on reviendra sur les diverses expéditions. Voilà, tout à fait. Mais aujourd'hui, le Shambhala, c'est connu pourtant, enfin l'Agartha, Shambhala, c'est représenté de différentes manières dans la culture notamment asiatique. Oui. Comment on le représente, comment c'est vraiment représenté aujourd'hui? Parce qu'il a bien fallu... Ben, si tu veux, aujourd'hui, on retrouve ça sur beaucoup je dirais, de teintures sur soie, de sculptures dans les mandalas, dans comment ça s'appelle ça, les tankas, qui sont en fait des peintures faites sur du cuir, sur des choses travaillées. La plupart du temps, on représente Shambhala de manière circulaire, probablement parce que la vallée dans laquelle est inclue la capitale Shambhala, et donc la vallée de l'Agartha, mais qui n'est pas l'Agartha, la vallée dont je n'ai pas encore pu trouver le nom, a déjà une forme, je dirais, ovaloïde, presque ronde, et vue d'un des sommets, d'une des entrées, on pourrait imaginer qu'en fait il y a un effet de perspective et que c'est effectivement parfaitement circulaire. Le seul moyen de savoir qu'elle est ovale, c'est d'en avoir pris les mesures. Mais à partir du moment où on regarde d'un des sommets de ce royaume, quel que soit l'endroit d'où on vient, on aura cet effet de cercle en perspective. Donc visuellement, on pourrait imaginer que c'est un cercle. On pourrait imaginer un cercle. Alors qu'en fait, c'est plus probablement un ovaloïde. Et alors, avec la découverte des carnets, oui. Est-ce que on peut revoir la localisation, revoir la géolocalisation du centre de Shambhala, enfin du centre de l'Agartha, la capitale Shambhala? Ah ben oui, tout à fait. De toute façon, la capitale, ils ont établi une carte, l'équipe de Wesley, au fur et à mesure qu'ils avançaient, établissaient la carte géographique des lieux qu'ils rencontraient. Donc ils nous ont donné des détails absolument considérables qui m'ont permis notamment de préparer et de bientôt terminer une carte complète de l'Agartha
telle qu'elle est vue par eux. Alors, je ne garantis pas qu'elle soit parfaitement conforme, puisqu'ils n'ont pas pris de photos, donc je ne pourrais pas te dire quelle forme ont les cimes, par exemple, mais on a quand même un temps de marche. Dans les carnets, c'est même désigné la vitesse à laquelle ils marchent, le nombre d'arrêts qu'ils font, etc., qui m'a permis de déterminer en gros leur vitesse de progression, et par delà la mesure du temps qu'ils ont pris entre le moment où ils sont rentrés dans le royaume et le moment où ils ont atteint la capitale. Puis ensuite, le moment où ils ont quitté la capitale pour aller explorer l'autre versant de la vallée, et ainsi de suite. C'est ça qui a permis, en plus des mesures qu'ils ont faites depuis les sommets de Shambhala, de déterminer tout à la fois la longueur et la largeur de ce cercle qui n'en est pas un, qui est plutôt un ballon de rugby, et du coup, de déterminer sa taille. Et je reconnais que c'est énorme. D'accord. Eh bien, je te propose à ce moment-là de découvrir ça lors de la deuxième émission et de rentrer un peu plus en détail, peut-être dans l'expédition du Major Wesley et de voir quelles leçons et quelles conclusions on peut en tirer. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'étais en train de regarder comment nous allions pouvoir approcher cette fameuse deuxième édition. Mesdames et messieurs, j'espère que tout cela vous a plu. Vous avez dû voir d'ailleurs, je pense, au cours de notre discussion, les vidéos et les images qui se sont superposées à notre discussion et qui vous ont permis de vous éclairer sur déjà toutes les recherches qui ont été faites sur cette première émission. La deuxième émission, comme le disait Thierry, portera justement sur l'expédition Wesley et quelles ont été les découvertes qui ont été réalisées à ce moment-là. Ça promet d'être très intéressant à suivre. Je vous remercie et donc à la prochaine émission, bientôt. Elle sera d'ailleurs...